Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet intitulé « Comment améliorer l'accessibilité aux assurances ?» Regard croisé, c'est la partie 1 de ce thème que nous allons traiter, qui concerne le marché de l'assurance et ses intermédiaires, mais aussi, bien sûr, les assurés et les clients. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Schneives. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes médiateur de l'assurance. Christophe Ionescu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fabrique d'assurance. Tout à fait. Clémence Soufflet, bonjour Clémence. Bonjour. Vous êtes directrice des partenariats de lesfuret.com. Merci de votre présence. Et à distance, nous avons le plaisir d'avoir Karine Lazimi-Chouraki. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Vous êtes présidente du cabinet LCK Assurance et également présidente de la région Île-de-France et centre de Planète CSCA. Merci de votre présence. Christophe, on va commencer par vous, si vous en êtes d'accord, en préalable pour le lancement de ce plateau sur l'accessibilité. Bah écoute, merci Jean-Luc. Oui, effectivement, avant de lancer le sujet, je voudrais prendre quelques instants pour partager quelques repères sur le think tank. Rappeler qui on est. Donc, on est un think tank du secteur de l'assurance. On a été créé en 2015 à l'initiative de CNP Assurance, qui est notre membre fondateur. Et donc, je profite de ce moment pour le remercier d'être avec nous depuis plus de 9 ans maintenant. Qui on est? Donc, avec notre président Jean-Louis Bancel, on a une volonté, finalement, c'est que nos travaux participe à donner du sens au verbe assurer. Donc, dit d'une autre manière, c'est comment conserver notre fierté d'être assureur. Et pour ce faire, nos travaux que l'on mène, c'est de réfléchir sur comment faire évoluer nos métiers d'assurance pour pouvoir, dans la durée, toujours bien protéger le plus grand nombre de nos concitoyens. Et on verra avec le sujet qu'on va évoquer la pertinence de ça. Depuis notre création, nous employons finalement à mener des travaux avec l'ensemble de la place de l'assurance, avec les 3 grandes familles de l'assurance que sont les assureurs entre guillemets capitalistes, les assureurs mutualistes et les institutions de prévoyance. Et donc travailler avec les fédérations, je vais les citer, France Assureur, la Mutualité Française, le CETIP, leurs observatoires des métiers, les membres de ces fédérations, de manière à avoir des regards croisés de la profession. Mais on ne s'arrête pas aux acteurs de l'assurance, on n'est pas dans l'entre-soi. On associe d'autres acteurs de la société civile. Et là, j'ai toute une liste, je vais vous en donner quelques exemples. Donc on va s'appuyer sur le monde académique, sur des économistes, sur des juristes, sur des sociologues, des anthropologues, mais aussi des associations qui représentent différentes parties de nos assurés, des think tanks, des startups, etc., etc. Et également, on est très attentif à comprendre finalement quelles sont les attentes et les besoins de nos clients, et donc on a un certain nombre de dispositifs qui permettent de recueillir ces informations. Alors, une petite rétrospective, et après on pourra enchaîner sur le sujet d'aujourd'hui. Depuis notre création, on a traité 7 thématiques via 7 livres blancs annuels, et je vais les citer parce que je pense que ça va résonner. La première thématique, c'était la microassurance, et on voit que ça peut revenir aujourd'hui. La deuxième, c'était le handicap et le vieillissement, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. La troisième, la protection sociale et les différentes formes de protection sociale dans un monde où on a certaines professions qui sont précaires. Ensuite, on a traité de l'intelligence artificielle et de l'éthique dans le secteur de l'assurance. On a traité aussi le sujet de la confiance dans l'assurance. Faut-il comment l'améliorer, la conserver, la redonner? Ça dépend des acteurs. Enfin, on a traité le sujet des limites de l'assurance. Et donc, il y a des questions qui se posaient. Et l'année dernière, on a traité le sujet de l'innovation et l'assurance dans une optique de progrès, de résilience et de durabilité. Et aujourd'hui, on est sur le thème de l'accessibilité. Et aujourd'hui, on est sur le thème de l'accessibilité. Mais juste avant d'y venir, ce que je voudrais dire, c'est que tous nos livres blancs sont téléchargeables sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, à aller les voir. Et donc aujourd'hui, sur le thème de l'accessibilité aux assurances. Alors pourquoi l'accessibilité aux assurances et non pas à l'assurance? Parce qu'il y a différentes formes d'assurance. On a la conviction que ce sujet d'accessibilité est fondamental. Et il est fondamental d'autant plus dans l'époque que l'on vit, où on voit une montée des risques sur plusieurs fronts. Et là, je vais les citer très rapidement. Les risques climatiques, avec les catastrophes naturelles qui se multiplient, les risques environnementaux, les risques sanitaires,
les risques numériques, le cyber, les risques démographiques, on était au courant quand même du vieillissement de la population, et les risques économiques. Et donc, dans ce contexte, on voit que nos concitoyens ont un besoin de protection de plus en plus prégnant. Et l'assurance a un rôle à jouer là-dedans. Et donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc pour les travaux sur comment améliorer l'accessibilité aux assurances, donc on a sollicité plusieurs contributeurs. Certains sont autour de nos 2 tables rondes de ce jour. Et je tiens personnellement et au nom de la Fabrique d'assurance à les remercier très chaleureusement pour le fait d'avoir répondu présent et pour leur grande implication et la grande qualité de leur contribution. Merci, on va passer donc directement à nos échanges. On va parler avec vous, Arnaud, si vous êtes d'accord de la médiation et peut-être de certains éléments de contexte assez généraux qui entourent effectivement tout ce que vous recevez aujourd'hui par milliers au sein de la médiation de l'assurance. Alors, 34 000 saisines sur les 12 derniers mois. J'ai pris le poste il y a 4 ans, c'était 15 000 saisines par an quand j'ai pris le poste, donc 34 000 aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette très forte progression ? Il y a le problème de pouvoir d'achat, il y a des problèmes de la société que nous connaissons. Une société qui proteste de plus en plus, qui a envie de vérifier. Est-ce que l'assureur, en m'indemnisant de 300 € pour mes frais de santé, est-ce que j'ai été correctement indemnisé ? L'assureur m'a dit que je n'avais droit à rien, est-ce que je n'ai pas droit à quelque chose ? Nous saisir est gratuit. Et depuis une loi de 2019, si l'enjeu financier de votre litige est inférieur à 5 000 €, vous devez tenter une médiation avant d'aller en justice. Donc tout ça contribue à l'explosion du volume de saisine, le fait que les assurés sont davantage au courant de leurs droits. Et puis qu'elle est gratuite aussi. Le fait qu'elle est gratuite. Les assurés sont davantage au courant de leur possibilité d'avoir un recours à la médiation. Depuis une recommandation ACPR de janvier entrée en vigueur en janvier 2023 sur le traitement des réclamations, quand l'assuré proteste, l'assureur doit lui dire « je vais traiter votre réclamation, mais quoi qu'il en soit, voici les coordonnées de la médiation de l'assurance ». Tout ça contribue à la très forte hausse des saisines que nous voyons. Alors tout ce qui vous remonte, ce que vous évoquiez, les 34 000 à la médiation, est-ce que c'est un message fort selon vous de, je ne sais pas comment pourrait-on dire, de l'incompréhension peut-être des assurés? Est-ce qu'il y a des éléments de cristallisation que vous pouvez évoquer? Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il n'y a que ça, non? Il y a beaucoup de défiance. Ouais. Est-ce que l'assureur, en me disant qu'il ne me doit rien parce que je n'ai pas la garantie, est-ce que l'assureur m'a dit la vérité? Je demande à un tiers de confiance de vérifier. Et il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Pour vous donner quelques exemples, et qui c'est vrai, ne sont pas complètement évidents, on peut être reconnu invalide au sens de la sécurité sociale. Alors on va être invalide de catégorie 1 ou 2, pas la catégorie la plus extrême, la catégorie 3. Et puis l'assureur va dire, non, de mon point de vue, vous n'avez pas besoin de l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, vous n'êtes pas invalide au sens du contrat d'assurance. Donc il y a des problèmes sur les mots en fait. C'est le même mot, mais selon la définition de la sécurité sociale et selon la définition du contrat d'assurance, ça n'a pas les mêmes conséquences, ça n'a pas la même définition. On peut prendre le mot accident, énormément d'incompréhension sur le mot accident. Si vous tombez du toit de votre maison, de l'échelle, de l'arbre, s'il n'y a pas de cause extérieure, vous êtes tombé du fait de votre maladresse, strictement au sens du contrat, ce n'est pas un accident parce que le contrat, dans l'immense majorité des cas, va dire qu'un accident, il faut que ce soit imprévisible, non souhaité par l'assuré, soudain, que cela résulte d'une cause extérieure. Et si vous ne cochez pas toutes ces cases, ce n'est pas un accident au sens du contrat. Donc de la même façon, vous pouvez être en accident du travail selon la sécurité sociale, mais que ce ne soit pas un accident au sens du contrat d'assurance. C'est très difficile à comprendre pour les gens. Et puis il y a des contrats peut-être aussi qui sont un peu volumineux. Je ne sais pas. 60 pages, 80 pages. 60 pages, 80 pages qui ne facilitent pas l'accessibilité. Personne n'a envie de lire, à la compréhension claire de ce qui est garanti, non? C'est pas aussi un peu ça? Il faut travailler sur la lisibilité des contrats, c'est évident. Personne n'a envie de lire 60 ou 80 pages, personne n'a envie de lire la rubrique définition de son contrat d'assurance pour savoir si un accident correspond au langage de la vie courante ou non. Et ce travail sur la lisibilité, il y a encore beaucoup de travail à faire. Quand on vous dit dans un contrat santé que vous serez remboursé de 100% de la base de remboursement de la sécurité sociale... BRSS, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à ça?
On va voir Karine ce qu'elle en pense. Elle est au quotidien au contact des clients, donc il y a des notions assez délicates à interpréter pour les non-initiés du fait de leur complexité. Il y a une multitude de contrats, de garanties, de conditions. Est-ce qu'on doit, Karine Lazimi Chouraki, est-ce qu'on doit accentuer la pédagogie client ? Eh bien, merci Jean-Luc, vous avez raison. Je dirais en top priorité, nous devons parler de pédagogie pour l'intermédiaire, le courtier. Il est essentiel de se mettre en fait à niveau du client, qui soit professionnel ou particulier. Et effectivement, j'entendais parler là d'incompréhension, c'est pour éviter cela. Alors comment ? Par de la sensibilisation, de la pédagogie auprès des clients, sur la nécessité donc des couvertures. Exemple, je suis un professeur, un coach au quotidien, comme mes confrères et consoeurs, avec nos clients. Le kit de survie, tel que je le dis souvent. Exemple, 50% des entreprises aujourd'hui pensent et sont assurées en RC Pro parce que le législateur n'a pas rendu encore obligatoire pour toutes les professions, mais uniquement pour certaines professions, exemple les professions réglementées, d'accord, médecins, courtiers, avocats, notaires. Mais il y a près de 50% d'entreprises qui font l'impasse. Et ça, tous les jours, on passe notre temps à expliquer aux professions non réglementées, les professionnels de l'univers non réglementé, on leur explique pourquoi il est nécessaire de s'assurer, surtout pour les autres, pour les tiers. Et alors, imaginez l'exemple de la responsabilité dirigeant au niveau pénal, à peine 15% sont assurés. Donc, ça veut dire qu'en fait, certains pensent que le pénal est compris dans la RC Pro. Et là, on repart sur des explications très longues. Et on doit avoir énormément de pédagogie pour apprendre à nos clients ces différences de garantie et ces différences d'univers. D'un côté le dommage, de l'autre côté le pénal. Et on retrouve la même chose sur le particulier, avec des incompréhensions entre la garantie des accidents de la vie et la MRH, par exemple. Donc, il faut tout de même reconnaître quand même qu'il y a quelques avancées. Les documents, par exemple, j'entendais parler tout à l'heure des documents. Effectivement, ils sont longs, ils sont lourds. N'empêche que pour avoir été un peu dans les coulisses à l'époque chez l'assureur avant d'être courtier, les documents des partenaires, moi j'en ai connu qui étaient indigestes. Et je remercie nos partenaires assureurs ou grossistes qui, aujourd'hui, ont des documents tout de même, des conditions générales. Je ne dis pas qu'on a envie de les lire tous les soirs avant de se coucher, mais sont mieux conçus qu'avant, plus clairs, plus digestes, tant pour le courtier que le client. En revanche, et vas-y. Mais Karine, vous m'avez confié quand même que même vous, en tant que courtier, parfois, vous avez quelques problèmes d'interprétation. Est-ce que je dis... Oui. Et que vous auriez besoin des... Ouais. Pardon, excusez-moi, il y a un petit décalage. Il est nécessaire effectivement de penser aux clients, mais pour penser aux clients, il faut d'abord, nous, intermédiaires, nous accompagner, les courtiers, les intermédiaires. Il y a donc une marge encore de progression, parce que parfois, il y a un réel besoin de soutien, et à 17h, on a une question avec un client, une question technique, justement pour éviter demain un problème de réclamation, en disant « mais je comprends pas, vous m'aviez dit que ». Et quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les plateformes de souscription. Mais ils ferment à 17h. Donc, quid de l'accompagnement du courtier dans les explications des conditions générales? La technicité est nécessaire pour répondre aux besoins du client parce qu'elle évolue constamment. Voilà, peut-être on pourra en reparler avec le chat GPT pour aller récupérer des infos. Quand il ferme, on va peut-être en reparler tout à l'heure, Karine Lazimi Chouraki. On va parler du digital et du comparateur digital qui est quand même une des sources, une des premières sources d'information en fait dans le parcours, dans le début du parcours client. Vous me disiez, Clémence, que 50% à peu près des Français passent par ce comparateur, par les comparateurs en général, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter cette compréhension dont les clients ont vraiment besoin? Alors effectivement, on sait que 50% des recherches d'assurance débutent via un comparateur. Donc nous sommes le premier point d'entrée vers les assurances. On a donc un rôle assez important qui est à la fois de la pédagogie, on en parlait tout à l'heure, et puis de la vulgarisation. La vulgarisation, quand vous arrivez tout de suite et que vous cherchez une assurance santé, on va pas vous parler BRSS, sinon on vous perd tout de suite. Donc on va plutôt demander aux clients s'ils souhaitent être assurés un peu, beaucoup, passionnément, en fonction de l'hospitalisation, le dentaire, l'optique, etc. Donc, ce travail de vulgarisation, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et puis, sur la pédagogie, nous, on fait beaucoup de vidéos pédagogiques, beaucoup de contenu. On a 6000 articles sur notre site lesfurets.com. Et ça va de sujets très
importants et graves comme des contrats obsèques, comme a-t-on le droit, est-on couvert si on conduit en tongs ou en claquettes? Bon, je vous laisse, avez-vous la réponse? Je vous laisse aller voir la réponse sur notre site. Voilà, donc... c'est un bon teaser, ça. C'est un bon teaser. Mais sachez que c'est un des articles qui marche le mieux sur notre site, comme quoi on a besoin de pédagogie. Et dernier point, il faut quand même se rendre à l'évidence, on est sur un secteur qui ne passionne pas les foules, donc on va aussi chercher d'autres publics, on va chercher d'autres publics sur d'autres réseaux, et on est très présent sur TikTok. On a adopté les codes de TikTok pour aborder l'assurance de façon ludique, avec humour et un peu conviviale. Et donc aujourd'hui, on est à 110 000 abonnés, donc on est assez fiers de ce chiffre, mais à qui on parle assurance, couverture, garantie. Voilà. Donc bien sûr, il faut comprendre les garanties déjà, hein, bien sûr. Au-delà de l'anecdote sur les tongs, il faut comprendre sur lequel on va être couvert, ce qui va être exclu et non exclu. Je pense qu'il y a besoin, peut-être Arnaud voulait peut-être compléter sur cette notion de lisibilité, d'accessibilité à l'information. Oui, non, parce que vous parlez des clauses d'exclusion. Donc là, il y a toute une littérature sur les clauses d'exclusion. Les clauses d'exclusion doivent être précises. Elles ne doivent pas donner lieu à interprétation. Et on voit encore, malheureusement, à la médiation, beaucoup de cas où l'assureur maintient des clauses d'exclusion condamnées explicitement par la Cour de cassation et de longue date, comme le défaut d'entretien de son habitation. Donc c'est trop vague. Qu'est-ce que c'est le bon entretien de mon habitation? Le fait qu'on a été négligent et que c'est pour ça que le dégât des eaux est arrivé, ou la maison qui doit avoir été construite selon les règles de l'art, et sinon on ne sera pas indemnisé. Donc nous, on fait la chasse aux clauses d'exclusion trop vagues. Il en reste encore. Oui, il en reste encore dans les contrats, malheureusement. On va parler d'une autre accessibilité, Karine Lazimi, c'est à la proximité, l'accès au conseil. On a parlé effectivement de la dimension digitale, hein, le conseil véhiculé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur peut-être cet impératif peut-être d'accessibilité au conseil, à la proximité? Eh bien, je parlais tout à l'heure du coaching. En fait, j'aime comparer l'intermédiaire à un médecin, qu'il soit généraliste ou expert. Un entrepreneur ou un particulier, le client a besoin de son kit de survie. Et l'engagement des intermédiaires est indispensable à ses côtés. Vous vous rappelez peut-être qu'il fut un temps dans les télécoms, on parlait d'usager versus client, et aujourd'hui le terme usager a disparu. Aujourd'hui, à côté du mot les assurés, il faut se rappeler que ce sont des clients. Et pour parler de clients, ça veut dire qu'il faut leur donner envie de parler de l'assurance et donner envie de parler de soi, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se confier, et pour cela, l'intermédiaire a besoin d'être empathique. Il y a un alignement naturel qu'on doit avoir avec nos clients, et ça prend du temps pour devenir empathique. C'est soit on l'est naturellement, soit on apprend parce qu'on commence à instaurer une confiance avec son client. Mais voilà, certains cabinets ont des modes de développement très pragmatiques, urgents, et donc en mode à court terme industriel, où il faut vraiment que ça soit rentable très vite, et d'autres prennent plus de temps pour installer une relation alignée avec leurs clients, et cela demande, comme on le disait, du temps. Donc pour certains cabinets, cette relation empathique, elle se crée dans la durée. On va faire un petit focus sur, on l'a un petit peu, Karine, vous l'avez un petit peu évoqué, sur la technologie, en particulier l'IA générative ou notre ami ChatGPT. Est-ce que ça peut faciliter, Clémence, la compréhension de l'usager, je vais dire le terme que n'aime pas Karine, le client, pour comprendre les garanties, mieux les appréhender? Est-ce que c'est un outil à développer pour cet usage? De façon assez évidente, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais l'IA générative, les use cases classiques, c'est du conversationnel et de l'analyse et la synthèse d'énormes documents. Donc en conversationnel, des réponses à des questions, en support à des conseillers clientèle, etc., ou en chat, ça c'est évidemment hyper important. Et puis sur de l'analyse et de la synthèse de documents un peu lourds, vous voyez où je veux en venir, tout ce qui est garantie, contrat, ça nous permet d'avoir, ça nous permettra d'avoir en tout cas des points beaucoup plus saillants qui ressortiront. Karine Lazimi, vous l'évoquiez tout à l'heure, je reprends la balle au bon. Les courtiers ont besoin de support. Vous l'évoquiez, les supports parfois sur des conditions générales qui ne sont pas très digestes. Est-ce qu'il faut un ChatGPT pour les courtiers ?
Oui, moi je trouve que les partenaires, je sais qu'actuellement les assureurs partenaires et grossistes développent des moyens technologiques importants autour de ChatGPT pour eux en interne, pour améliorer les sinistres, la gestion des sinistres. J'en ai parlé avec des clients qui me disaient, mais nous, Karine, demain, même si on n'a pas envie d'aller nous-mêmes faire l'action, forcément, ça dépend des cabinets, mais d'aller poser une question, parce qu'en fait, je pense que ChatGPT peut surtout aider, par exemple, ceux qui ferment à 16h ou 17h sur des questions très techniques, sur des plateformes de souscription, ou des exclusions, puisqu'on parlait d'exclusion de garantie qu'on ne trouve pas, où on a un doute dans les conditions générales, où là, parfois, on appelle l'outline, et l'intermédiaire pourrait utiliser justement ce fameux ChatGPT pour aller chercher des informations, parce qu'il ne peut pas avoir quelqu'un après 17h. Et là, encore, le client n'ira pas. Il y aura toujours des clients qui n'iront pas eux-mêmes parler à une machine parce qu'on parle d'empathie et qu'un client qui passe par un intermédiaire, peu importe, je veux dire, l'empathie aujourd'hui n'est pas encore dans ChatGPT. Merci, merci. Nous devons clore ce premier échange, cette première partie de notre sujet sur l'accessibilité aux assurances. Merci d'avoir participé à cet échange et à très bientôt.